Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Aux États-Unis, c'est une communauté d'habitude assez peu médiatisée, mais la guerre à Gaza les pousse à prendre la parole. Ce sont les électeurs américains originaires des pays arabes et du Moyen-Orient. Beaucoup d'entre eux vivent dans le Michigan et plus particulièrement dans le comté de Wayne, qui correspond à la grande ville de Détroit et à sa banlieue. Déçus par le soutien sans faille de Joe Biden à Israël, ils attendent de voir comment Kamala Harris va se positionner sur la guerre à Gaza notamment. Preuve de l'importance de cette communauté, la candidate démocrate se rend ce lundi dans cet État du Nord, identifié comme un État pivot et qui pourrait faire basculer l'élection présidentielle en novembre. Dans cet épisode, Sur le fil vous emmène à Dearborn, dans la banlieue de Détroit, dans les pas de mes collègues du bureau de Washington, Agnès Boone et Issam Ahmed. Sur le fil. À Dearborn, bastion démocrate, les rues sont calmes, mais les électeurs de cette ville, qui abrite la plus grande mosquée des États-Unis, s'interrogent. Pourquoi accorder leur soutien à Kamala Harris ? Ici, 55% des 100 000 habitants sont originaires de pays arabes et du Moyen-Orient. Cette communauté a massivement soutenu Joe Biden en 2020. Elle était en effet mécontente du Muslim Ban de Donald Trump, cet ensemble de restrictions d'entrée aux États-Unis visant principalement des pays à majorité musulmane, mais aussi du soutien du républicain à la colonisation par Israël de territoires palestiniens. Cette adhésion a permis aux démocrates de remporter le Michigan et ses 16 grands électeurs avec une marge réduite de 150 000 voix. Sauf que le soutien infaillible du 46e président des États-Unis à Israël dans sa guerre à Gaza, après l'attaque du 7 octobre, ne passe pas, comme nous l'explique l'avocate Sujud Ahmad, rencontrée par mes collègues. Si Kamala veut mon vote, je veux qu'elle prenne fermement position contre ces guerres sans fin. Je veux qu'elle s'oppose fermement à ce qu'Israël reçoive davantage d'argent, en particulier à des fins militaires. Je veux qu'elle prenne fermement position en faveur de la détresse des Palestiniens et de leur droit à exister. Nous ne voulons plus nous contenter de miettes. Nous ne voulons plus de déclarations de façade et nous ne voulons plus que quelqu'un vienne nous tromper et nous donner de faux espoirs pour obtenir nos votes. On veut des changements durables et permanents. We want long-lasting, permanent change. Dans le paysage politique américain, le Michigan, 10 millions d'habitants, est un swing state, un État pivot. Ses électeurs ne sont pas ancrés républicains ou démocrates et changent au gré des candidats. Royaume de l'industrie automobile américaine, le Michigan a donc toujours été une étape importante pour les candidats à la Maison-Blanche. Déserté par une frange de la population en raison des difficultés économiques des années 70, l'État a accueilli plusieurs vagues d'immigrés libanais, yéménites, irakiens et palestiniens fuyant les troubles de leur pays. Le comté de Wayne, où vit l'essentiel de cette communauté, a souvent fait pencher la balance en faveur des démocrates lors des précédents scrutins présidentiels. Une forte participation dans cette zone peut compenser le vote conservateur des régions moins urbanisées du Michigan. Vote for Free Palestine. Elections of the 27th. Vote for Free Palestine. C'est donc l'un des enjeux pour les démocrates, attirer la communauté arabe dans les bureaux de vote le 5 novembre, comme le résume Osama Siblani, propriétaire du journal The Arab American News, basé à Dearborn. Nous sommes tout ouïs. Nous voulons voir quelle Kamala Harris sortira de l'ombre de Joe Biden et de son administration. Jusqu'à présent, nous avons vu quelques signes positifs, quelques fissures dans la porte qui s'ouvre, mais elle n'est pas encore grande ouverte. Nous devons poursuivre la conversation. Le sujet de Gaza s'est largement invité à la Convention nationale démocrate à Chicago fin août. Des milliers de sympathisants pro-palestiniens ont manifesté en marge de la Convention qui a installé la vice-présidente Kamala Harris comme candidate à la succession de Joe Biden.
Ces manifestations n'ont pas fait d'ombre au triomphe de Kamala Harris à Chicago sur les terres de Barack Obama. Pour autant, selon mon collègue Issam Ahmed, les électeurs de la communauté arabe ont pu avoir l'impression que les démocrates les ignoraient. Yes, she can. Yes, she can. I think the sense is that people are sort of trying to wait and see. Je pense que les gens essaient d'attendre et de voir comment les choses se déroulent, et ils aimeraient croire en elles. Ils aimeraient avoir un candidat positif. Ils aimeraient être inspirés, parce que l'alternative, c'est Trump, qui, lui, a parlé de finir le travail, ce que les gens interprètent comme finir le génocide. Cependant, les signes après la Convention nationale démocrate, qui vient de s'achever, ne sont pas particulièrement bons. Aucun orateur pro-palestinien n'a été invité à s'exprimer. En fait, il n'y a pas eu, pour autant que je sache, et je me suis un peu renseigné, de conférenciers musulmans invités à prendre la parole pendant 4 jours. Cela inquiète beaucoup les gens qui pensent que ces voix sont marginalisées ou invisibilisées et que leurs points de vue ne sont pas pris en compte. Et bien que Kamala Harris ait fait des références appuyées à Gaza et qu'elle ait souhaité un cessez-le-feu rapide, elle est vue comme quelqu'un qui tient un double discours. Je ne pense pas qu'il y ait une grande confiance. Je pense que la Convention était le moment où les démocrates auraient pu stratégiquement essayer de tendre la main et de montrer qu'il s'agit d'un nouveau leadership, d'un nouveau départ. Et le temps presse pour faire avancer les choses. Nous ne sommes plus très loin des élections. Après ce premier rendez-vous manqué avec la communauté arabe, l'espoir demeure. À Dearborn, la campagne est encore longue. Pour la militante communautaire Faye Nemer, qui est aussi directrice de la chambre de commerce dédiée aux échanges entre le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et les États-Unis, la candidate peut cependant encore se démarquer de Joe Biden. Je pense que la vice-présidente Harris dispose d'une fenêtre d'opportunité qu'elle peut utiliser à sa guise. Elle peut reprendre l'héritage du président Biden ou établir son propre programme, fixer ses propres objectifs et se distinguer en saisissant cette occasion, en profitant de cette fenêtre d'opportunité pour impliquer les différentes communautés, leurs préoccupations, leurs défis, qui ont sans doute été négligés par le président Biden. Reste que Kamala Harris marche sur des œufs. En prenant à l'avenir une position qui serait vue comme pro-palestinienne, elle pourrait aussi se couper d'une partie de son électorat démocrate ou des républicains anti-Trump, notamment dans d'autres États pivots cruciaux pour l'élection, comme nous l'explique Issam. Elle essaie de trouver l'équilibre, car ce que vous avez gagné à la gauche du parti, vous risquez de le perdre au centre. Des États comme la Pennsylvanie, qui sont très importants, sont beaucoup plus centristes. Et on peut penser que l'électorat y est plus pro-israélien dans l'ensemble. Par conséquent, si vous parlez un peu trop à la gauche, vous risquez de perdre des électeurs du centre. Ils doivent donc faire des calculs sur la façon dont ils veulent procéder. Il y a aussi le fait qu'à ce stade, les démocrates récupèrent beaucoup de républicains mécontents, les Never Trumpers, les personnes qui se sont retournées contre le parti républicain parce qu'elles détestent Donald Trump. Mais au fond d'eux-mêmes, ce sont toujours des républicains. Et si l'on se rapproche trop de la gauche, les démocrates les perdront aussi. Selon un sondage de l'Institut Gallup, paru en juillet, 48% des Américains interrogés déclaraient désapprouver l'action militaire d'Israël à Gaza. 42% des sondés disaient soutenir Israël. L'attaque du Hamas le 7 octobre a entraîné la mort de 1199 personnes côté israélien, majoritairement des civils, selon un décompte de l'AFP à partir de données officielles israéliennes. Sur 251 personnes enlevées ce jour-là, 103 sont toujours retenues à Gaza, dont 33 déclarées mortes par l'armée au moment de l'enregistrement de ce podcast. L'offensive militaire de représailles israéliennes sur la bande de Gaza a dévasté ce petit territoire et fait 40 602 morts selon le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas. Selon l'ONU, la majorité des morts sont des femmes et des mineurs. Je suis Maxime Mamet, merci d'avoir suivi cet épisode. Toute l'équipe de Sur le fil vous souhaite une bonne rentrée. À demain.